Hey, salut la team Lactée, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en ce matin. J'espère que vous avez votre tisane, votre brioche, votre tartine, ce que vous voulez manger, votre salade de fruits. Comme ça, vous pouvez mettre des petits écouteurs dans vos oreilles et juste m'écouter. Vous n'avez pas besoin de me regarder. On va décrypter ensemble un petit article que j'ai trouvé. J'ai pas tout compris, les gars. Donc, on va essayer de décortiquer ça ensemble. Et puis surtout, je vous laisse réagir en commentaire pour voir si vous comprenez la même chose que moi ou si vous ne comprenez pas, d'ailleurs, la même chose que moi, parce que j'ai pas tout bien saisi. Alors, bien entendu, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh bien abonnez-vous. Hein, nous sommes déjà 15 000, mais vous savez, on accueille tout le monde ici, il n'y a pas de problème. Vous pouvez enclencher la petite cloche, ce qui vous évitera bien tout simplement de louper les prochaines vidéos. Voilà. Pour plus d'infos beaucoup plus concrètes, qui n'est pas du décryptage de l'actualité, vous avez juste au-dessus, là, par là, voilà, comme ça, l'application À pas de moi allaitement sur laquelle vous allez retrouver plein d'informations. Elle est disponible sur Google Play ou sur App Store gratuitement. Cette application n'est pas une application d'allaitement comme les autres avec qui va vous demander de compter vos tétés, quel sein vous avez donné, combien de couches. Non, ça pour moi c'est des applications dont je peux comprendre que certains parents aient besoin, mais qui ne me vont pas, qui pour moi sont anxiogènes et ne permettent pas aux parents d'être pleinement acteurs de leur allaitement, d'être l'église au centre du village, comme on dit. Et pour moi, pouvoir vous apporter des connaissances, c'est vous permettre de reprendre le pouvoir, de reprendre les rênes de votre allaitement, de votre voie lactée, et de pouvoir mieux agir. Savoir, c'est prévoir pour pouvoir. Quand on sait les choses, on peut les prévoir, on peut les anticiper, et du coup, on peut agir, on peut pouvoir, on peut agir sur ce que l'on va faire. Et ça, c'est très important pour moi en allaitement. En plus de ça, si on est dans quelque chose de très angoissant, on libère beaucoup de cortisol, on bloque l'ocytocine et donc du coup, c'est très compliqué pour allaiter. Donc, une application pour un allaitement zen, serein, avec des informations pour faire de vrais choix éclairés et reprendre le pouvoir sur vos voies lactées, voilà ce que je vous propose dans cette application. Mais revenons-en à cet article que j'ai trouvé parce que j'ai pas tout compris. Alors déjà, je vais situer parce que ça se passe aux États-Unis, hein, déjà. Donc les lois ne sont potentiellement pas du tout les mêmes que chez nous en France. Donc, il s'avère qu'un monsieur et une dame qui s'aimaient très très fort ont eu un enfant et qu'ils se séparent. Bon, voilà, c'est la vie. Séparation, un juge demande à une maman d'arrêter d'allaiter pour que son ex puisse s'occuper de leur bébé. Alors, je vais tout de suite le dire, à la fin de l'article, le monsieur en question ne se place pas contre l'allaitement. C'est pour ça que je ne comprends pas cet article, en fait. Puisqu'à la fin, le père dit clairement qu'il n'est pas contre l'allaitement et qu'il continuera à donner le lait de sa femme à leur petite fille. C'est pour ça que j'ai pas tout compris. Donc, on va décrypter ensemble. Donc voilà ce qui se passe, blablabla, blablabla, une jolie photo. Un couple séparé a du mal à trouver un accord concernant la garde de son bébé de 6 mois. L'allaitement a notamment au cœur des discussions, un juge ayant estimé que la maman devait arrêter de donner le sein pour que le papa puisse s'en occuper. Alors là, tu te dis, ouais, mais vous allez voir, à la fin, le père dit clairement que il n'est pas contre l'allaitement. Donc c'est pour ça que je ne comprends pas cet article. Vous me direz si peut-être il y a des subtilités de loi américaines du coup que je ne saisis pas. Cette dame s'appelle Arleta Ramirez et elle a donc donné naissance à sa petite fille avec son union avec le monsieur qui s'appelle Mike Ridgway. D'accord. Bon, ok. Super, on est sur un couple d'Américains au mois de juillet 2022. Donc, au mois de juillet là, ça fera déjà un an. La maman a allaité déjà un premier enfant pendant 2 ans et elle donne également le sein le plus longtemps possible à sa nouvelle petite fille qui vient de naître. Bon, les choses se sont compliquées, le couple se sépare, ça on a compris, machin. Le partenaire ayant quitté le domicile situé donc en Virginie aux États-Unis. Donc le monsieur quitte le domicile, d'accord. Le juge demande à la mère d'arrêter d'allaiter. Donc le 28 novembre 2022, donc juillet, août, septembre, octobre, novembre, donc la petite avait 4 mois, ça faisait 4 mois qu'elle était allaitée. Le 28 novembre 2022, donc Arleta Ramirez et Mike Ridgway donc, ont rendez-vous avec le juge du prince William Conti, donc je ne sais pas exactement ce que c'est, le prince William Conti, pour discuter de la garde de leur fille. Ça m'est pas inconnu, mais je ne sais pas si on parle du nom de la personne du juge ou d'un état des États-Unis, je ne sais pas trop. Le magistrat a décidé que le père aurait droit de rendre visite à son enfant 4 jours par semaine. Voilà, tu te dis, bah pourquoi arrêter l'allaitement? Il vient lui rendre visite, donc techniquement, bon. Et avant d'être autorisé à la garder une nuit par semaine à partir du mois de février. Donc la petite aurait eu donc juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Donc la petite aurait eu 7 mois, tu vois, la garder une nuit par mois, ok. La garder une nuit par semaine, ok. Bon.
En même temps, la nuit, garder un bébé de 7 mois la nuit, quand on se sépare, je sais pas, je vois pas... Oui, ok, tu veux passer le plus de temps possible avec ton enfant, mais enfin, un bébé de 7 mois... Je sais pas, c'est pas comme un ado avec qui tu peux faire des parties de PlayStation la nuit, tu vois. Enfin, bon, après, je peux comprendre qu'on ait besoin d'être proche de son enfant, y compris la nuit, etc. Mais là, en l'occurrence, l'enfant, 7 mois, il a encore besoin de repères, il confond encore le jour et la nuit, il y a encore beaucoup de choses qui se passent la nuit, il a besoin d'être près de sa maman, il a besoin du sein pour transitionner dans ses différentes phases de sommeil, c'est très important, hein, on le rappelle, il y a quand même besoin, la tétée, elle ne sert pas que à nourrir, elle sert aussi à plein de choses, au développement émotionnel, psycho-émotionnel, Suzanne Colson nous explique que ça sert aussi à transitionner dans les différentes phases de sommeil, donc il y a encore beaucoup de choses qui se jouent au niveau de l'allaitement nocturne. Donc pour moi, c'est pas le moment de séparer le parent allaitant du bébé la nuit. Surtout qu'en plus, on sait très bien que s'il n'y a pas de tétée nocturne, on sait très bien que la prolactine, qui est l'hormone qui gère la production de lait, elle a son pic du coucher du soleil au lever du soleil. Donc si on enlève un bébé la nuit, ça veut dire qu'il n'y a pas de succion la nuit, donc il n'y a pas de stimulation de la prolactine. Donc, qui dit pas de stimulation de la prolactine dit que le corps se dit « Oh, il n'y a pas besoin de produire, machin », donc il produit moins. Donc, il va y avoir un impact sur la lactation. Tout ça, c'est pour moi un cercle plutôt néfaste pour la lactation en elle-même au niveau du corps et pour le développement de l'enfant qui n'a que 7 mois, enfin qui n'aurait que 7 mois au moment d'une garde éventuelle de nuit. Bref, ce charmant juge émet donc une ordonnance du tribunal dans laquelle il dit, et là je cite, hein, la mère, alors c'est un peu mal traduit, mais la mère doit faire tout son possible pour que l'enfant suive un planning d'alimentation et pour utiliser un biberon. Alors, je le rappelle, dans un biberon, on peut mettre du lait maternel. Donc jusque-là, pourquoi demander d'arrêter l'allaitement? Alors après, suivre un planning d'alimentation, ça veut dire quoi? Parce que concrètement, allaiter, c'est un planning d'alimentation. Maintenant, c'est un planning d'alimentation qui est fait en fonction de la demande de l'enfant. C'est pas un planning d'alimentation qui est fait selon des normes sociétales qui sont ancrées culturellement. Enfin, je veux dire, vous venez manger au rythme des repas en France ne sont pas les mêmes rythmes que les repas, par exemple, en Espagne, ne serait-ce que ça, ou ne sont pas les mêmes rythmes de repas qu'en Inde, que machin. C'est pas du tout les mêmes rythmes de repas, et voire même, c'est même pas du tout les mêmes compositions de repas, etc. Donc, ça veut dire quoi un planning d'alimentation? C'est un peu flou. L'article nous dit que, en clair, son enfant... Alors, l'article traduit la chose comme ça. En clair, son enfant devait adopter des horaires plus ou moins fixes pour manger et être nourri au biberon. Alors, je le rappelle, être nourri au biberon, ça peut tout à fait vouloir dire qu'il y a du lait maternel dans le biberon. Donc ça ne veut strictement rien dire. C'est pas pour autant qu'on va demander à quelqu'un d'arrêter d'allaiter. Je veux dire, quand on reprend le travail et que les enfants sont gardés la journée, enfin, je veux dire, voilà. Et à la limite, s'il est gardé 4 jours par semaine, ça veut dire qu'en gros, il est gardé 8 heures par jour. Donc ça équivaut à finalement le mettre en garde à la crèche, chez une nounou, etc. Donc au final, la maman peut très bien exprimer son lait, le donner au papa, et puis le papa donne des biberons, un contenant alternatif avec le lait de la maman. Ça, il n'y a pas besoin d'arrêter d'allaiter pour ça. C'est comme une mise en crèche ou en nounou, finalement. C'est un peu la même chose. Alors, bien sûr, c'est son papa, c'est pas non plus la même chose, mais vous voyez ce que je veux dire en termes d'organisation et tout ça. Bon. Et adopter des horaires plus ou moins fixes, alors ça, mais concrètement, ça me fait vraiment penser à ce qu'on peut croiser quand on va commencer à mettre nos enfants en système de garde, y compris chez nous. Les nourrices, s'ils sont nourris au lait maternel, tout de suite, c'est « Ah, mais il a pas 3 biberons par jour, c'est pas matin, midi, soir, alors avec un petit encas à 11h et puis un goûter à 4h, ah, comment ça, faut que je lui donne à la demande ?» Bon, j'ai envie de vous dire que très logiquement, quand un enfant est gardé en crèche ou chez une nounou, il y a une espèce d'adaptation qui se fait au niveau des rythmes, des bibes aussi, des contenants alternatifs dans lesquels il y a du lait humain ou du lait du parent. Bon, ça c'est de l'organisationnel, j'ai envie de dire, mais finalement ça regarde un petit peu que les parents. Je vois pas pourquoi il y aurait besoin de statuer comme quoi la mère elle aurait besoin d'arrêter d'allaiter. Alors, je ne comprends pas. Problème, le bébé tète environ 1 fois par heure. Oui, mais c'est normal, parce qu'il est avec sa mère. À partir du moment où un enfant... C'est pareil, quand ils sont avec nous et que c'est open bar, forcément qu'ils vont se servir beaucoup plus. Mais quand ils sont occupés avec les cousins, les amis, la nounou, la crèche, forcément que le rythme, il change, l'enfant, il s'adapte. Et là, on parlera en plus à ce moment-là d'un enfant de 6-7 mois, c'est ça on a dit. Donc, plus un bébé de 3 mois, quoi. Donc, et son père s'est plaint que cela interférait avec ses visites. Alors, pour moi, je vois 2 choses. Je vois le côté où, en fait, il vient, donc, parce que c'est lui, visiblement, hein, il nous mettait plus haut, qui allait venir pour les visites au domicile de la mère
Mais donc effectivement, il vient interagir avec son enfant, etc. Donc il se plaint en gros que ah bah oui mais je viens mais bon elle est tout le temps pendue au sein. En gros c'est un peu ça l'idée. Donc ça m'embête un peu, ok. Donc est-ce que il cherche pas à avoir une garde plutôt chez lui pour le coup, ce qui pourrait se comprendre. Et dans ce cas-là effectivement c'est un peu, on disait c'est un peu comme être chez la nounou ou à la crèche, c'est-à-dire que bah, la maman va fournir du lait, des contenants et finalement le papa va trouver un rythme avec le bébé. Bon. En outre, la maman a essayé de tirer son lait, mais n'arrivait pas à en produire suffisamment de cette façon pour que sa fille soit rassasiée et que les parents ont essayé de lui donner un biberon, l'enfant... Alors là, il y a plein de choses, et concrètement, c'est encore une fois ce qu'on retrouve quand on passe du Freeboobs à la maison à la crèche, ou la nounou, ou les grands-parents, ou voilà, ou même le papa quand la maman va travailler à l'extérieur. Voilà. Il y a des architectures de famille qui fonctionnent comme ça aussi, c'est maman va travailler à l'extérieur et papa garde les enfants. Il y a des papas au foyer, ça existe. Hein. Donc pour moi, je pense que la maman a essayé de tirer son lait mais n'arrivait pas à en produire suffisamment. Déjà, est-ce qu'elle a pris rendez-vous avec une IBCLC? Est-ce qu'elle a mis en place des routines? Depuis combien de temps elle a essayé? Est-ce qu'elle n'est pas stressée par l'affaire et du coup ça libère beaucoup de cortisol et du coup l'ocytocine est bloquée, ce qui fait qu'elle a un peu de mal à produire? Est-ce que cette maman est accompagnée à côté de ça, vous voyez? Pour que sa fille soit rassasiée. Il y a toujours vous voyez, sa fille soit rassasiée. Encore une fois, là, on a le mot rassasiée. Comme si le lait de la mère n'allait servir que et uniquement que à alimenter l'enfant. Mais en fait, non, ça a l'odeur de la maman, donc ça peut la rassurer, ça peut... L'enfant, en plus, à l'heure actuelle, est complètement peut-être stressé par la situation, etc., donc elle a encore plus besoin de tétée. Donc tout ça, c'est c'est aléatoire, il n'y a pas de... c'est pas concret, vous voyez ce que je veux dire? C'est assez irrationnel, puisqu'au final, l'enfant, elle a besoin d'être peut-être rassurée, donc elle tète plus aussi. Elle a besoin d'être sûre qu'elle peut toujours revenir vers son filet de sécurité, même si, alors attends, parce que papa, c'est très déroutant aussi pour un enfant. Papa n'est pas là, mais en fait, je le vois la journée, mais alors que c'est... Puis on est sur un enfant qui n'a pas non plus toute la capacité de la réflexion d'un adulte, quoi. Et puis quand les parents essaient de lui donner un biberon, l'enfant refusait. Bah oui, mais bon, au départ, ça peut se passer un peu comme ça. Ça peut mettre un peu de temps à se mettre en place, hein. Donc cependant, Arleta Ramirez ne peut pas non plus ignorer l'ordonnance du juge. Alors, moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est aux États-Unis, quand un juge fait une ordonnance, est-ce que c'est vraiment genre, si t'arrêtes pas d'allaiter, t'as une amende, t'as un certain temps de prison, ou enfin, voilà, est-ce qu'il y a des conséquences juridiques? Est-ce que, tu vois, est-ce que ça a valeur de, je vous impose, madame, ceci, cela, ou est-ce que c'est une préconisation et que bon bah si elle peut pas faire autrement et que voilà elle va continuer à allaiter, etc., elle va être impactée d'une manière ou d'une autre, tu vois? Ou est-ce qu'ils vont mettre les services sociaux dans la boucle? Je sais pas. Toi, quelle valeur juridique a une ordonnance de juge américain? Je ne sais pas. Alors visiblement cette maman a commencé à rassembler des preuves, nous dit l'article, notamment des lettres de pédiatre expliquant que la petite elle est allaitée au sein uniquement, des textes de soutien d'experts, etc. en allaitement. Et que la prochaine audience a lieu en avril. Ok. Bon, d'ici avril, apparemment, donc on sera août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Donc la petite aura déjà... non, je suis nulle. Non, il y a un problème. J'ai mal calculé mon coup. Août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Ah bah si, ça fera 8 mois. La petite aura 8 mois. Ouais, 8 mois, ouais, c'est 8 mois. Donc déjà, on est... Vous voyez, le temps que ça se mette en place, au final, la petite, elle va être un peu... Ça va être un bambin, tu vois. Donc bon, il y a... Finalement, ils se battent sur un truc pour lequel ça va prendre tellement de temps que l'enfant, elle sera déjà beaucoup plus grande et en fait, ils pourront mettre des choses en place peut-être plus facilement, hein. Alors que même son avocat lui recommande d'arrêter d'allaiter. Ah ouais, alors déjà, visiblement, c'est son avocat et pas son avocat. Un petit peu de patriarcat, de machisme, tout ça, peut-être, voilà. La jeune maman s'interroge, pourquoi me force-t-il à arrêter d'allaiter au sein? N'est-ce pas son droit? N'est-ce pas ce qu'il y a de mieux pour elle? Effectivement, elle est en légitimité de se poser ce genre de questions. Et c'est là où, alors là, je n'ai rien compris les gars, turnover total, on te matrixe la tronche, je n'ai rien compris. Le père soutient l'allaitement à condition de pouvoir s'occuper de son bébé. Jusque-là, tu te dis, bah alors si le père soutient, pourquoi le juge, il a dit qu'il fallait qu'elle arrête d'allaiter? J'ai pas capté, vous allez voir. Donc, comme le rappelle le Washington Post, en admettant que le tribunal soit d'accord avec Arleta Ramirez, il ne pourrait malgré tout pas rendre une décision limitant les visites du père sous prétexte que l'enfant est allaité au sein. Mais c'est pas...
à moins que la... peut toujours... C'est de l'être humain, on n'a pas tous les tenants, tous les aboutissants, est-ce qu'il y a des manipulations, on ne sait pas, on est là un peu comme ça, on ne sait pas. Mais, en fait, la mère ne demande pas à ce que les droits de visite soient restreints, du moins ça n'a pas été dit jusque-là. Elle n'a pas dit, oui, mais comme j'allaite, ça va être compliqué, je préfère... Non, c'est pas ce qui a été dit jusque-là, donc on commence déjà à insinuer qu'elle pourrait, tu vois, c'est la femme qui pourrait prendre, enfin qui pourrait dire bah non en fait on va pas pouvoir faire les visites comme il veut parce que j'allaite au sein. On est déjà en train d'insinuer que c'est elle qui va foutre la merde, alors que elle a dit juste qu'elle n'arrive pas à tirer son lait quoi. En effet, cela pourrait être considéré comme discriminant. Mike Ridgway, de son côté, explique dans un mail envoyé au quotidien avoir donné à son ex, donc là je cite, l'espace pour à la fois allaiter au sein et tirer du lait pour qu'ils puissent nourrir au biberon leur fille pendant qu'elle est sous sa garde. Donc il est absolument pas contre le fait, en plus, que son ex-compagne exprime son lait, le lui fournisse, il le donne à la petite. Donc je ne comprends toujours pas pourquoi le juge demande un arrêt de l'allaitement. Alors, concrètement, aucun juge ne s'y connaît en allaitement maternel, ni même en organisation qui peut être mise en place. Donc, je ne comprends pas pourquoi dans ce genre de situation, et c'est pas qu'aux États-Unis, ce genre de situation, on peut en croiser, et j'en ai croisé aussi beaucoup en France, mais pourquoi est-ce que dans ces cas-là, vous savez, des fois, dans certaines affaires, on fait appel à des experts. Ça arrive, les experts en criminologie, les experts en machin, les experts scientifiques, en chimie, je sais pas quoi, machin. Pourquoi dans ce genre de situation, il n'y a pas un référé à des experts en allaitement qui pourraient expliquer au juge à côté de ça, parce que je suis sûre qu'il consulte personne, mais lui expliquer, bah voilà, ok, vous avez ce cas, mais voilà comment les parents pourraient s'organiser, enfin, lui expliquer un peu le monde de l'allaitement. Je suis pas sûre, je sais pas s'il y a des gens qui s'y connaissent en droit ou quoi, surtout n'hésitez pas à mettre en commentaire, mais je suis pas sûre que les juges, quelle que soit leur nationalité, aient comme ça des... Alors si, normalement, ils peuvent faire appel à des experts. Ça arrive il me semble que ça arrive, ils peuvent faire appel à des experts pour se faire expliquer un truc peut-être un peu quid scientifique, machin. Ils sont pas censés tout connaître non plus, hein. Ils sont censés connaître la loi, mais bon, ils sont pas censés tout... Donc est-ce qu'ils peuvent pas avoir un expert, quelqu'un qui vient comme ça, un consultant, une consultante, voilà, expliquer ce que c'est que l'allaitement, le monde de l'allaitement, ce qui est possible dans ce genre de cas, etc., pour que le juge se fasse une meilleure idée de la situation et ne statue pas sur des ordonnances qui n'ont ni queue ni tête en plus, vu que le père n'est pas contre le fait qu'elle allaite son petit. C'est juste que, visiblement, ce que je comprends de l'article précédemment, c'est que c'est quand lui vient au domicile et que le bébé est toutes les heures au sein que ça l'enquiquine, parce qu'il ne peut pas être en réelle interaction avec son enfant, etc. etc. En même temps, t'as attendu de divorcer pour être en réelle interaction avec ton enfant? Qu'est-ce que je suis en train de réfléchir en même temps là. Ça veut dire quoi? Qu'en fait, quand vous étiez sur le même toit et qu'elle allaitait toutes les... Bah du coup, t'avais pas d'interaction avec ton enfant, c'est ça? Vous voyez, moi, il y a des trucs comme ça me fait tiquer un petit peu. Je me dis, ouais, tout n'est pas clair. On ne nous dit pas tout. Alors, ok. Il ajoute ne pas s'opposer à ce que son bébé continue à être nourri de lait maternel tant que cela est compatible avec le fait qu'il s'occupe d'elle. On nous dit, passé l'âge de 6 mois, je continuerai à soutenir l'allaitement et le fait de nourrir notre fille avec des biberons de lait maternel autant que possible, tout en complétant avec du lait infantile lorsque cela est absolument nécessaire. C'est-à-dire qu'en plus, il a conscience visiblement des bienfaits du lait maternel sur sa fille et qu'il dit que s'il doit compléter, ce sera dans une absolue nécessité. En tout cas, c'est ce qui nous est écrit sur papier. Donc, je répète, je ne comprends pas cette ordonnance du juge de dire à la femme d'arrêter d'allaiter, de passer sur des bibes. Alors, passer sur des bibes, encore une fois, c'est pas clair parce qu'en gros, ce qu'il veut dire, c'est de passer sur des PCN. Et non pas sur des bibes, parce que dans des bibes, il peut y avoir du lait maternel. Donc vraiment, je ne comprends pas parce qu'on a finalement une maman qui exprime juste le fait qu'elle a du mal à exprimer son lait et à faire des réserves pour les fournir au papa, et un papa qui dit bah, je veux bien fournir, je veux bien lui donner le lait maternel, et ce jusqu'à même au-delà de 6 mois si nécessaire. Donc en fait on a deux personnes qui veulent quasiment la même chose, mais je pense avec une espèce de personne au milieu qui comprend rien au game du truc, et qui va dire à la mère arrêtez d'allaiter. Alors qu'en fait c'est pas du tout ça le propos. Le propos ce serait madame, sur l'ordonnance, nous souhaitons que madame s'organise de façon à pouvoir
fournir du lait à son conjoint lors des visites, lorsque l'enfant sera chez le conjoint, etc. Et ce que je comprends maintenant avec le recul, c'est quand il dit un planning alimentaire, c'est qu'en fait, c'est par rapport au fait que le père disait que quand il était dans les visites, la petite était toutes les heures au sein. Et je pense que c'est là où on en venait avec cette histoire d'avoir un planning alimentaire, c'est que finalement, bah, elle mange le midi, elle mange le matin, elle mange le midi, elle mange le soir, bah, t'as 3 plages, et entre ces plages, bah, en fait, le papa, il peut être en pleine relation avec l'enfant, quoi. Encore une fois, ça veut dire que ça se passait comment avant? Bon, voilà. Donc, selon Tara Steinerd, l'avocate de Mike Ridway, donc le père, Arleta Ramirez, donc la mère, essaierait d'utiliser le prétexte de vouloir continuer à allaiter sa fille pour essayer de sauver sa relation avec son ex. C'est pas du tout ce qu'elle dit juste qu'elle n'arrive pas à exprimer pour fournir suffisamment. C'est marqué noir sur blanc, je veux dire, elle le mettait juste au-dessus. Alors attendez. Non, c'était juste au-dessus. Où est-ce que c'était? Voilà, la maman a essayé de tirer son lait, c'est écrit là, mais ne produit pas suffisamment. D'accord? Elle dit pas qu'elle veut absolument que la garde soit enlevée, qu'il ne puisse pas venir voir l'enfant, que... On est sur deux choses. Il y a un droit de visite au domicile de la mère et visiblement ça embête le papa que le bébé soit allaité toutes les heures, donc il faudrait qu'il y ait un rythme en place pour qu'il puisse profiter de l'enfant. Et il y a cette histoire de passer la nuit chez le père, donc où la mère doit fournir du lait. Et au final, elle dit juste que elle y arrive pas, quoi. Donc quid, encore une fois, de l'accompagnement de la mère. Elle n'est pas là en mode... Enfin, en tout cas, ce n'est pas dit comme ça dans l'article, elle n'est pas là en mode « J'allaite, c'est mon bébé, je peux pas te le donner en garde, c'est impossible. » Voilà, on n'est pas là-dessus. Mais c'est ce qu'en traduit l'avocate. En même temps, elle traduit bien ce qu'elle veut, visiblement. Avocate. Et cette fois, c'est une femme. C'est-à-dire que on pourrait avoir une avocate qui discute avec son client, qui a peut-être allaité elle-même, qui discute avec son client en lui disant « Écoutez, voilà, peut-être que il faut que votre femme soit soutenue pour arriver à produire plus. » On pourrait être sur quelqu'un de soutenant, et le père et la mère, visiblement, et vraiment réellement comprendre la situation. Là, l'avocate, elle fait juste « Bouh, la vilaine dame qui veut garder son bébé pour elle et qu'elle ne le donne pas au papa !» Alors que pas du tout. Enfin, pour moi, c'est pas ce qui est exprimé au-dessus. Elle explique avoir déjà travaillé sur des cas où les mères refusaient de tirer leur lait. Elle dit pas qu'elle refuse de tirer son lait, encore une fois. Elle a essayé, mais elle n'arrivait pas à produire suffisamment. Elle dit pas qu'elle veut pas tirer son lait, elle dit qu'elle produit pas suffisamment. Elle est inquiète, cette maman. Il faut l'accompagner, cette maman. Il faut l'entourer pour qu'elle puisse réussir à trouver des solutions. Et il y en a pour qu'elle puisse réussir à produire, etc. Il lui faut un accompagnement à cette maman. Donc, elle explique avoir déjà travaillé sur des cas où les mères refusaient de tirer leur lait parce qu'elles n'acceptaient pas que leur ancien compagnon puisse avoir un droit de visite sur l'enfant. Peut-être, ça existe. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Je dis surtout que, visiblement, ces femmes ne sont pas entourées pour arriver à avoir une lactation optimale et surtout une production quand elles expriment, en expression. Après tout, il y a bien des tires allaitantes exclusives, hein, c'est que c'est possible, les gars. Elles inventent des myriades d'excuses, c'est pour utiliser l'allaitement comme arme contre le droit de visite. Là, on est clairement sur une phrase. Donc, c'est l'avocate qui dit « Elles inventent, donc toutes ces femmes, inventent des myriades d'excuses, c'est pour utiliser l'allaitement comme une arme contre le droit de visite. » Bouh, les vilaines sorcières qui se servent de leur corps et de ce que leur corps est capable de faire pour maintenir leur pouvoir sur les faibles hommes. Et tout ça de la part d'une femme. Oui, alors là, on a de la méconnaissance, on a du jugement, on a... là, je pense qu'il y a tout. Je pense qu'il y a tout. Je pourrais pas jurer de rien, je ne connais pas cette dame, mais on me dirait qu'elle n'a pas allaité et que je dirais « Ah bon ?» On me dirait qu'elle est des courants féministes qui sont anti-allaitement, je dirais « Oh, sans déconner !» Voilà, après on ne me l'a pas dit et je ne peux que faire travailler mon imagination, mais quand même... Voilà. Interrogée par le Washington Post, Stephanie Bodak Nicholson, présidente du Conseil américain de la Leche League, le cas d'Arleta Ramirez est loin d'être unique. Donc, selon cette dame, le cas de cette maman est loin d'être unique. De son côté, elle estime être contactée en moyenne 1 fois par an par une maman à qui on a demandé d'arrêter d'allaiter pour partager la garde avec son enfant, avec son ex-conjoint.
et ce seulement pour la région qu'elle représente. Alors juste pour la petite anecdote, sur mes différents réseaux sociaux, il m'arrive donc d'échanger un message privé avec certaines d'entre vous, et pour le seul début de cette année 2023, nous sommes donc en fin février, début mars, donc on va dire fin février, donc ça va faire 2 mois pleins que nous avons commencé l'année 2023, et nous avons déjà eu, alors nous avons, parce que je partage ce genre de cas avec mes collègues pour réfléchir dessus, nous avons déjà eu 3 cas. Moi, j'ai déjà été contactée par message privé 3 fois. Et sur le groupe avec lequel j'échange avec d'autres professionnels, il y a eu un autre cas rapporté. Donc, en tout et pour tout, et nous ne sommes qu'un petit groupe de travail, nous ne représentons pas tous les professionnels de l'allaitement en France, et nous ne représentons pas tous les parents, à nous tous, nous ne touchons pas tous les parents allaitant en France, mais sur ce petit groupe de travail d'une cinquantaine de personnes, je ne sais plus exactement combien on est, on a déjà 4 cas à notre actif de demande d'informations pour des situations exactement similaires en seulement 2 mois pleins d'un début d'année. Voilà, pour le petit ratio à mon échelle. Donc moi, ce genre de situation, je les ai déjà lues, j'ai déjà fourni des informations, j'ai déjà fourni voilà, des petites choses suivant les cas de chacun. Alors je pourrais pas vous dire exactement quoi, parce que c'est suivant vraiment le cas de chacun, mais cette maman a très bien fait, c'est-à-dire réunir des documents pédiatriques, se rapprocher d'associations qui peuvent la soutenir. Elle a fait de très très bonnes démarches à côté de ça, cette maman, elle a tout à fait raison. Et en effet, donc Madame Stephanie Bodak-Nicholson, donc présidente du Conseil américain de la Leche League, souligne que l'association compte pas moins de 1500 représentants aux États-Unis, chacun s'occupant d'une région. Donc elle, déjà, elle en a beaucoup. Une fois par an, vous voyez, elle, une fois par an, juste dans la région où elle est, et il y a 1500 représentants aux États-Unis. Donc si t'en prends un dans sa région et que tu te dis il y en a un par région et par an, ça fait déjà 1500 cas aux États-Unis, tu vois. Chacun s'occupant d'une région, il y a donc fort à parier que le nombre de parents concernés sont très importants. Et oui, c'est ce que je vous disais, rien qu'à mon échelle, avec l'anecdote que je vous ai donnée, en 2 mois pleins, avec une équipe d'autres collègues avec qui nous discutons régulièrement, on a déjà recensé 4 cas. Et l'année dernière, je ne les ai pas comptés parce que je ne faisais pas cet article, mais je sais qu'il y a eu plusieurs fois cette même situation qui est passée, avec à chaque fois la demande du juge que la mère arrête d'allaiter, alors que plein de solutions sont possibles. Je veux dire, une garde alternée, si elle se fait que sur la journée sans les nuits, eh ben c'est comme aller à la crèche. Donc il y a des solutions qui sont mettables en place. Et il y a plein de mamans, au début, quand l'enfant va à la crèche, elles sont en mode « j'arrive pas à produire suffisamment, et en fait, petit côté... bon. Et donc, en fait, finalement, en s'entourant, en faisant des consultations avec des professionnels de santé, de l'allaitement, etc., elles s'apaisent, elles trouvent un rythme, elles arrivent à exprimer, elles arrivent à fournir, etc. Et puis, si elles fournissent pas suffisamment, l'enfant peut être éventuellement diversifié aussi. Hein, là, visiblement, quand la petite sera gardée par le papa, au stade où ça va, vu qu'il y a un appel en avril, etc., et que la décision n'est pas clairement prononcée, peut-être que cette petite, elle aura aussi commencé la diversification, donc on va complètement être sur quelque chose de différent. C'est-à-dire que oui, il y aura du lait maternel, mais le papa pourra faire aussi avec d'autres trucs que uniquement le lait maternel. Donc, c'est un jugement un peu hâtif et rapide, et surtout non éclairé et non informé de ce juge, je trouve. Mais qui n'est pas un cas isolé, puisque je vous le dis, on en a ici aussi en France. Voilà, je ne sais pas ce que vous avez pensé de ce fait, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez été dans cette situation surtout? Est-ce que vous avez été dans cette situation de vous séparer de votre conjoint, votre conjointe, et que vous avez pu maintenir ou pas un allaitement? Est-ce qu'il y a eu est-ce qu'un juge a statifié bref, à poser un statut sur votre situation en vous demandant des choses, etc. N'hésitez pas à témoigner en commentaire, parce que ça, je sais que c'est un sujet qui peut vraiment intéresser beaucoup de parents. Comment ça s'est organisé, comment ça s'est passé en termes... Je parle d'organiser en termes de est-ce que l'allaitement a été continué, pas continué? S'il a été continué, est-ce que vous avez pu exprimer suffisamment? Est-ce qu'il y a eu du complément? Est-ce que votre enfant a été diversifié, pas diversifié? Comment... Voilà, est-ce qu'il y avait les nuits chez le coparent ou pas du tout? Bref, n'hésitez pas à témoigner en commentaire, parce que je sais que c'est un sujet qui peut vraiment intéresser beaucoup de parents. Et ça peut être utile d'avoir pas mal d'infos et de retours d'expérience, surtout parce que, comme on le dit toujours, savoir, c'est c'est prévoir pour pouvoir. Quand on sait les choses, on peut les anticiper et on peut mieux agir. Et ça, c'est en faisant du partage d'expérience, à mon sens, qu'on pourra mieux le faire sur ce sujet. Sur ce, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Ciao! Alors attendez, faut que j'arrête l'enregistrement.
Voilà, parce que c'est moi qui gère tout ici. Je gère tout, je fais tout. Voilà, bon, alors on s'arrête. Allez, des bisous à demain.